26 avril 1986, aux abords de la centrale de Tchernobyl. Il est 1h23 et 44 secondes lorsque deux détonations, coup sur coup, se font entendre dans la tranche 4. Quelques instants plus tard, une étrange lumière au reflet bleu se dégage dans le ciel. Alors qu'un incendie se déclare, c'est en réalité le couvercle du réacteur qui vient d'être projeté dans les airs. Aujourd'hui, 35 ans après la catastrophe, nous allons parler de l'histoire d'un homme qui a donné sa vie pour sauver celle de milliers d'autres. Valéry Alexeevitch Legasov, né le 1er septembre 1936, scientifique soviétique, membre de l'Académie des sciences du RSS et spécialiste de la chimie minérale. Il a joué un rôle majeur dans la gestion de la catastrophe de Tchernobyl. Pourtant, il n'était pas censé s'y trouver, c'est presque par accident qu'il s'y retrouve. Le 26 avril au matin, il apprend qu'un accident s'est produit à la centrale de Tchernobyl. Dans l'après-midi, on lui apprend qu'une commission gouvernementale vient d'être créée pour gérer la catastrophe et qu'il en fera partie. Le scientifique appelé par la commission étant injoignable, c'est donc Valéry Legasov qui va partir pour Kiev et s'envoler le jour même pour Tchernobyl. Pourtant, c'est pour une toute autre raison qu'il aurait pu être appelé. En effet, avant la catastrophe, Legasov avait déjà insisté sur l'importance de mettre en place des systèmes de sécurité pour ses réacteurs RBMK-1000. Il n'a pas seulement participé à la commission gouvernementale soviétique, c'est lui qui a soutenu devant la commission l'urgence de faire évacuer la ville de Pripyat. Il y est resté près de 2 semaines pour y diriger les premières opérations de gestion, afin de refroidir le réacteur et d'éviter une catastrophe bien plus grave. Il s'est donc exposé à près de 100 rem, soit 4 fois plus que le maximum autorisé. Quelques jours plus tard, les signes d'une irradiation étaient déjà visibles sur son corps. Il finira par même y développer un cancer. En août 1986, le monde va avoir les yeux rivés sur lui, puisque c'est lui qui va être choisi par la commission pour présenter le rapport rendu. Cela va se dérouler à Vienne, à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce même rapport va d'ailleurs irriter plusieurs membres du comité, ainsi que des diplomates soviétiques. Déçus par la gestion de la catastrophe et du manque d'investissement mis en place pour protéger les centrales, ainsi que sous pression du gouvernement, il finira par se donner la mort le 27 avril 1988, 2 ans après la catastrophe. Il laisse derrière lui des enregistrements où il y raconte et donne des conclusions sur les événements. Le testament Legasov paraîtra le 20 mai 1988 dans le journal soviétique La Pravda. Intitulé « Il est de mon devoir de parler », il y révèle les manquements à la sécurité et à la sûreté des installations nucléaires soviétiques, s'appuyant particulièrement sur 3 points: la violation des règles de sécurité au nom de la productivité, le manque d'esprit critique des ingénieurs concernant des anomalies récurrentes de fonctionnement et l'impréparation du personnel et des autorités à des dysfonctionnements graves. Il y explique qu'il n'y a eu aucun plan opérationnel avant l'arrivée de la commission, soit pas avant le 26 avril à 8 heures du soir. C'est donc 18 heures après les faits. Il critique aussi la mauvaise gestion de l'évacuation, avec une nouvelle qui s'est répandue par bouche à oreille, par voie d'affiche ou même dans les cours de maison. Cela n'a pas permis d'informer toute la population. Si bien que le 27 au matin, on voyait dans les rues de la ville tous les signes d'une journée dominicale sans histoire. Et quant à savoir que faire dans les situations données, comment planifier et organiser le travail, ni les responsables de la centrale, ni les dirigeants du ministère de l'énergie n'avaient une idée de la suite logique à donner aux opérations. Concernant les réacteurs RBMK et le personnel de centrale, Legasov y va de sa critique. Placés dans les mains de personnes qualifiées, nos appareils semblaient fiables et susceptibles d'être exploités sans danger. Pourtant, les spécialistes en matière de réacteurs le considéraient comme plutôt mauvais. En effet, niveau sécurité, ces réacteurs n'étaient pas au point. Pour expliquer les événements qui se sont produits à Tchernobyl,
Le système de commande de sécurité de ce réacteur était défectueux, et les opérateurs commirent des erreurs, parce qu'ils avaient absolument souhaité amener l'essai à son terme. Il finit par conclure en affirmant que l'accident était le paroxysme, le triomphe de toute cette mauvaise gestion qui avait régné sur le pays depuis des dizaines d'années. Dans ses mémoires, Legasov n'oubliera pas de souligner le courage et la bravoure de ceux qui ont permis d'éviter une plus grosse catastrophe. On comprend donc à travers ces mots qu'il n'a jamais réellement quitté la ville de Pripyat. Alors que toutes les personnes qui ont participé à la commission ont reçu le titre de héros du travail soviétique, il n'en est rien pour Legasov. Ce n'est qu'en 1996 qu'il recevra le titre honorifique posthume de héros de la Fédération russe pour le courage et l'héroïsme. Si l'accident a eu lieu en 1986, il faudra attendre jusqu'en décembre 2000, soit 14 ans plus tard, pour que le dernier réacteur de la centrale soit définitivement mis à l'arrêt. Aujourd'hui, la zone d'exclusion de Tchernobyl, définie sur 2600 km², abrite l'une des forêts les plus denses d'Europe. Même si elle demeure la zone la plus contaminée de la planète, végétation et animaux y ont repris les droits. 35 ans plus tard, on ne connaît toujours pas le nombre de décès dus aux radiations de Tchernobyl, alors que le nombre officiel de 31 morts reste inchangé depuis 1987. Les estimations seraient plutôt entre 4000 et 100 000 décès dus aux radiations de la centrale.